L'Europe de demain, elle ne sera pas née de la démocratie, c'est absolument certain. Parce que tout le monde a compris qu'il n'y aura pas de référendum, qu'il n'y aura pas de consultation populaire, qu'on ne va pas demander son avis à la population européenne. It is really puzzling to me that having just buried one monster, the Soviet Union, another remarkably similar one, the European Union, is being built. Exactly what is the European Union? Perhaps by examining the Soviet version we can get the answer. Ben, il se trouve que l'Union européenne, elle a tranché pour vous. Vous n'avez pas eu voix au chapitre. On a mis en place en 1957, avec le traité de Rome, on a mis en place un système de façon assez astucieuse, hein, puisque pendant toutes les premières années, pendant 20 ans, 25 ans, on n'a pas appliqué le traité de Rome. On l'a mis en place et on ne l'a pas appliqué. Alors les gens se sont... Au début, ils étaient très méfiants. Mendes France vitupérait ce traité en disant c'est pas bien du tout, on va perdre notre souveraineté, il y a beaucoup à perdre à ce traité. Et puis finalement, avec les années, comme on voyait que ça changeait rien, on était protectionniste, on était nationaliste, on avait le contrôle de notre monnaie, ce traité ne changeait rien à notre vie finalement. Il y avait un contrôle d'échange, il y avait notre monnaie, il n'y avait pas de libre-échange, hein, finalement ce traité prévoyait des choses qui n'étaient pas appliquées, on a baissé la garde et on ne s'est pas méfié. Et puis dans les années 80, sans rien dire à personne, ils ont activé le traité de Rome, ils ont commencé à l'appliquer. Ils ont commencé à appliquer le libre-échange, à libéraliser les capitaux, les mouvements de capitaux, à permettre le libre établissement de n'importe quelle entreprise dans n'importe quel État. Donc ils ont commencé à permettre la mise en place de la concurrence de tous contre tous. Et nous, on était endormis, on avait relâché notre vigilance. Et à chaque fois qu'il y avait des militants valeureux qui protestaient, on leur envoyait dans les dents, mais attendez, vous protestez contre quelque chose qui est écrit depuis 57. Et il est du droit normal d'un gouvernement et d'un parlement que de renoncer au bénéfice d'une entité plus importante, en l'occurrence l'Europe, à tel ou tel aspect de ses compétences. Ce n'est pas dit de sa souveraineté. Cela se produit depuis 1957, c'est-à-dire depuis le traité de Rome. C'est très astucieux quand même, très astucieux. Mettre en place le système par petits pas, progressif, les gens voient rien, ou ils voient, mais bon, c'est pas suffisamment grave pour se soulever, et puis au bout du compte, vous avez une machine épouvantable qui s'est mise en place. À partir du moment où l'État en 73 a renoncé à créer la monnaie, à partir du moment où il a accordé, il s'est obligé lui-même, donc il nous a obligés à s'endetter auprès des marchés financiers, c'est-à-dire auprès de ceux qui ont de l'argent, pour se financer en monnaie, pour financer les dépenses publiques, les investissements publics. À partir de ce moment-là, la dette publique qui n'existait pas, il n'y avait pas de dette publique, quasiment rien, cette dette s'est mise à augmenter. La vraie raison du surendettement de la France, ça n'est pas son système de protection sociale, ça n'est pas ses services publics, c'est en réalité la loi de 1973. Si on ne s'occupe pas de la création monétaire, on fait que gesticuler. Ça veut dire que les États, par le mécanisme de l'Union européenne, par le mécanisme de l'article 104 de Maastricht qui interdit aux États de créer eux-mêmes leur monnaie et qui donc leur impose d'aller chercher l'argent où il y en a, c'est-à-dire dans les pattes des plus riches,
est un outil qui met les États en servitude par rapport aux plus riches. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt commun, rien à voir avec l'intérêt général. C'est le contraire, c'est une trahison, c'est un sabordage absolu. Ça date de Maastricht, ça date de 92. Moi j'ai voté oui à Maastricht, je ne savais pas ça du tout. On n'en a absolument pas parlé en 92. En 92, on nous parlait de la monnaie unique, on nous parlait de l'euro, on ne nous parlait pas du tout de l'article 104. Il n'y a jamais eu de débat public là-dessus. On s'est fait enfumer. Enfumer. On s'est fait rouler. C'est une trahison absolue. Il n'y a pas d'autre mot. D'abord, tous ceux dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé, fait en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Corruption was built into the Soviet system from top down, and so it is in the EU. Pour comprendre pourquoi cet économiste que vous entendez à la radio parle, cherchez à savoir pour qui il travaille. Et vous allez voir que c'est pour une revue, pour un journal économique qui appartient à une banque ou qui travaille directement dans une banque. Vous allez voir que cet économiste qui parle tous les matins ou tous les soirs, il travaille directement pour une banque. Vous allez voir. Et ça permet mieux de comprendre que c'est vraiment une pensée prostituée. Ces gens-là servent à justifier avec un vernis scientifique qui est totalement fantaisiste. Ces gens-là prétendent que le marché alloue idéalement les ressources, c'est-à-dire répartit les ressources idéalement. C'est une blague, on voit, ça n'a jamais marché, les faits montrent tout le contraire, le radical contraire tout le temps. Bon, j'ai pris les deux plus importants, omniprésents dans les médias, Christian de Boissieu, qui est d'ailleurs le président du Conseil d'analyse économique, et puis Jean-Hervé Lorenzi, qui est le président du Cercle des économistes. Mais au lendemain du dernier sommet européen, c'est Jean-Hervé Lorenzi qui a intervenu dans le 7-9 de France Inter en tant que président du Cercle des économistes. Le samedi matin, à la veille du G20, dans On n'arrête pas l'écho, on avait Mathilde Lemoine du Cercle des économistes, qui elle était chez HSBC, et le lundi soir, on avait, pour tirer les conclusions du G20, dans le téléphone sonne sur France Inter, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. C'est tout le temps comme ça. Et dès qu'il y a un événement et qu'il faut les commenter, les grandes rédactions des grandes chaînes et leurs grands journalistes avec leur cercle, leur réseau de connivence, se précipitent toujours sur les mêmes. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christian de Boissieu, président du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre et professeur d'économie à Paris 1, la Sorbonne. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Cherchez à savoir pour qui il travaille. Je pense que la persistance du chômage, malgré la reprise de la croissance... Cherchez à savoir pour qui il travaille. Christian de Boissieu, bonjour. Je rappelle que vous êtes président du Conseil d'analyse économique et que vous conseillez à ce titre le Premier ministre. Vous ne devez pas chômer d'ailleurs ces jours-ci. Cherchez à savoir pour qui il travaille. Peut-être que les gens se mettraient à réfléchir à deux fois si on leur disait que, par ailleurs, Christian de Boissieu préside la commission des activités financières de la Principauté de Monaco, qui est quand même un authentique paradis fiscal, préside le conseil scientifique de CO Eurexecode, qui regroupe près de 80 entreprises représentant 1900 milliards d'euros à la fois dans le secteur industriel et dans le secteur bancaire, conseil économique d'un fonds spéculatif, un hedge fund, etc., etc. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, invité du Zoom ce matin. Cherchez à savoir pour qui il travaille. Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes et membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Monsieur Lorenzi, bonjour. Bonjour. Merci. Cherchez à savoir pour qui il travaille. L'ensemble des problèmes de l'humanité, on se demande comment est-ce qu'il y a un problème de l'humanité qui n'est pas en fait
à l'origine, l'origine n'est pas la création de l'euro. Cherchez à savoir pour qui il travaille. Alors, monsieur Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes à la compagnie financière Edmond Rothschild, membre du conseil de surveillance de la compagnie financière Saint-Honoré, conseiller du directoire de la compagnie financière Edmond Rothschild, membre du conseil d'administration Eramet, groupe minier métallurgique, c'est ça? Oui, mais personnalisé, je trouvais que ça avait des parfums un peu des années 30. On discute économie, et pas des individus. C'est effectivement ce qu'il m'a répondu. C'est ce qu'il m'a dit aussi, c'est vrai. Oui, des attaques ad hominem. Effectivement, des attaques ad hominem. Alors, simplement, si le fait de mettre noir sur blanc des fonctions parfaitement officielles est considéré comme de la délation, je me demande où on va. Je regardais la composition du conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers, oui, dans lequel il y a un certain nombre d'économistes de banque. Alors, il y a Patrick Artus de Natixis, Olivier Davan de DPA Invest, Olivier Garnet de la Société Générale, Ruben Lee de Oxford Finance Brooks, ainsi de suite. Corruption was built into the Soviet system from top down, and so it is in the EU. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. Mais certains vont me dire, vous êtes nationaliste, vous êtes contre l'Europe. Je réponds, oui, dans ces conditions, je suis nationaliste parce que je suis patriote. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. Eh bien oui, soyons nets, cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, cette Europe mollusque, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. Et la solution est évidemment, utopiquement, et nous la partageons tous, une démocratie mondiale, un gouvernement mondial qui aurait les moyens de financer ses infrastructures. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement. Et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement. Il veut signer le protocole de Kyoto. Ouais. Eh bien, nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et universelle. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.